Si je dis que j'ai passé le week-end à jouer, cela peut être compris différemment en fonction de mon interlocuteur. Et pourtant, aucune de ces personnes n'aura tort. Le jeu, avec un grand J, remonte à loin, à très très loin. Pour comprendre le jeu, l'action et l'objet, il m'a fallu de la patience et de la persévérance. Pour commencer, je ne suis pas expert dans le domaine. Il m'a donc fallu commencer par la base, la définition. On peut définir le jeu comme une activité d'ordre physique ou bien psychique, pensée pour divertir et improductive à court terme. Les définitions sont longues et fastidieuses. On y mêle histoire, linguistique, science, philosophie, mais rien qui ne répond véritablement à ma question. C'est quoi un jeu? Pourquoi on joue? Un début de piste se profile alors que je suis sur Wikipédia. Je suis comme vous, je commence par là. Dans le jeu, le jeune humain, comme celui d'autres espèces, réalise sans enjeu vital des actes qui lui seront nécessaires dans sa vie d'adulte. Et nous avons ici deux notions qui ne m'auraient pas frôlé l'esprit. La question de nécessité et une autre espèce. J'ai approfondi un peu mes recherches et je suis tombé sur l'interview d'un psychologue qui stipule que dans la nature, l'animal apprend en jouant. Ainsi, l'échec n'a aucune conséquence néfaste pour lui et l'apprentissage se fait tout de même. Il me fallait vérifier cette information et je suis donc parti à la rencontre de professionnels. En même temps, notre génération en a été à bonne école. Des gens qui synthétisent Wikipédia ou qui vous font un exposé, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je suis parti à la rencontre de Sylvie, comportementaliste animalière et dresseuse de chiens, afin de lui demander plus de détails. Le jeu permet de tout faire en fait. Et quand on observe de par autant les reportages animaliers que le travail que je fais avec des chiens, des chats ou entre humains, le jeu permet de tout apprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Hein, si je prends par exemple un enfant pour lui apprendre qu'un carré c'est un carré, donc c'est un cube, et que le cube il peut rentrer que dans le trou carré, tant qu'il n'a pas joué à essayer de faire des erreurs, d'essayer de rentrer le rond dans le carré, d'essayer de rentrer dans le triangle dans le carré, le jour où il rentre le carré dans le carré, ça fait tilt, ah c'est cette forme-là qui rentre là-dedans. Là je gagne alors que tous les autres j'ai perdu. Pour le chien c'est pareil. Le fait par exemple de jouer à la corde à nœuds que j'ai là, ça permet quoi? Ça permet d'avoir un jeu qui est leur jeu de base par rapport à la nourriture. Puisque les loups, par exemple, lorsqu'ils chassent, ils ont leur grande proie. On a parfois un loup qui chope une bonne part de proie, et puis il y en a un deuxième qui vient, et ils vont tirer tous les deux pour avoir chacun leur bout de viande. Le jeu de la corde à nœuds, c'est la même chose, c'est la simulation de ce jeu-là. Donc c'est l'apprentissage des codes sociaux, c'est l'apprentissage des codes comportementaux qui se fait de manière ludique. Comme nous, quand on a les enfants, et qu'on va trouver des jeux pour leur apprendre à faire des choses. Hein, trouver un jeu pour apprendre à écrire, pour apprendre à dessiner, etc. Il y a les chiens à qui, jeunes chiots, on a tout de suite renforcé le jeu. Donc le jeu reste un plaisir et le jeu aussi a un autre avantage, c'est qu'il renforce la complicité entre les individus. C'est-à-dire le fait de jamais jouer avec son chien, on a un chien qui doit juste obéir à des ordres, c'est comme si vous allez en entreprise, vous avez votre patron qui vous donne un ordre, vous obéissez mais ça ne vous fait pas rire du tout et vous n'avez pas envie de le refaire. Vous le faites parce que vous êtes obligé, pas parce que vous avez envie. Et malheureusement, dans le domaine du chien, il y a 90% des gens qui fonctionnent comme ça. Alors que si on amène du jeu et que dès le démarrage, dès l'âge de 2 mois, on travaille dans le jeu, on travaille par l'explication, par vraiment les attraits, les stimulations, on va avoir des chiots qui, en grandissant, vont avoir envie de nous obéir parce qu'ils savent qu'en échange, il y a un plaisir pour eux. Et le jeu, en l'occurrence, c'est le plaisir absolu pour tout individu sur Terre. Tous les animaux de la Terre jouent. Du coup, le jeu, c'est vraiment tout en même temps. Ça apprend les codes sociaux, les codes comportementaux, la vie sociale, les règles, tout. Comme chez nous. L'animal joue pour découvrir son corps, c'est ce qu'on appelle le jeu locomoteur. Il joue également pour apprendre sa place au sein du groupe. Et il y a même une position du jeu. Ah, tout à fait. Le chien a une position d'appel au jeu qui est de descendre en fait les pattes avant, mais de garder les fesses en l'air et la queue bien verticale, et d'avoir les oreilles vers l'avant. Donc vraiment, là, il est en mode je t'appelle au jeu. Et pour nous, on va dire l'équivalent pour le chien de cet appel au jeu, quand nous on veut lui faire à lui, c'est de s'accroupir. Parce qu'on va descendre les pattes avant aussi. Par contre, je suis pas sûr que ça marche entre humains, ça. Hé Stéphane, on fait un jeu de rôle? On fait un petit tounou? On fait un jeu de rôle? Nope. Maintenant que je sais pourquoi on joue, j'aimerais savoir ce qu'il reste de ça. L'homme joue depuis l'Antiquité, nous en avons des traces. Mais comment est-on passé des jeux que les marchands transportaient aux jeux de cartes, jeux de plateau, buzzer et mauvaise foi? Déjà, il y a l'évolution de la société, des techniques, des mœurs,
de la science, et le jeu est très lié au culte et au rituel. Les dés, par exemple, ne sont rien d'autre qu'une évolution des osselets. Quand vous lancez votre dé, vous vous en remettez au hasard, et donc quelque part, à un choix divin. L'Église ne va pas voir ça d'un très bon œil, et au Moyen-Âge va aller jusqu'à interdire les jeux de dés, synonyme d'oisiveté, de jeu d'argent, et considère que c'est une création du malin. Le jeu de table existe lui aussi depuis l'Antiquité, et va se répandre avec notamment les routes marchandes ou les conquêtes. L'exemple le plus parlant va être le jeu d'échecs. Alors, rapidement, au 5e siècle en Inde existe un jeu qu'on appelle le Chaturanga. L'Empire musulman découvre ce jeu en arrivant aux portes de la Chine. Il le répand dans l'Empire, les pièces se modifient, les règles s'améliorent, et les échecs arriveront en France via l'Espagne, 5 siècles plus tard. Mais je vous laisse dans la description la vidéo d'un monsieur qui parle de ça beaucoup mieux que moi. Dernier exemple, je vais vous parler de technique. Lorsque Gutenberg sort la Bible de son atelier, il ne se doutait pas qu'avec l'imprimerie se répandra le jeu de cartes. Jeu de cartes qui subira le même sort que le jeu de dés, c'est-à-dire oisiveté, jeu d'argent, diablerie. Revenons-en à l'objet aujourd'hui. On pourrait croire qu'il est facile de créer un jeu qui transposerait une forme de réalité, mais ce serait oublier la définition actuelle qui nous parle de divertissement et de plaisir. Moi, c'est ce qui me motive en tout cas. Hein. Donc effectivement, les gens cherchent ce qu'ils ont envie de trouver dans le jeu. Donc il y a différents, on va dire, types de jeux qui existent effectivement, entre des jeux qu'on appelle d'ambiance, donc qui sont plus légers, qui sont plus rapides, voilà, qui sont plus peut-être, on va dire, dans le fun. Il y a des jeux plus posés, il y a des jeux qui effectivement suppose plus de réflexion, stratégie, de recherche, d'imagination même. Hein. Alors moi je suis créateur et éditeur, donc j'ai vraiment en tête l'ensemble des choses, c'est-à-dire à la fois créer un jeu qui moi me plaît, mais qui je pense va plaire aussi au moins à un certain type de joueurs. Et donc j'essaie vraiment de prendre les différents aspects en considération. Donc je fais d'abord, avant de partir du « ouais, qu'est-ce qui va marcher ?» je vais plutôt partir de « moi, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me plaît ?» Donc moi je pourrais jouer à mes propres jeux, hein. C'est l'idée, vous voyez, je vais pas faire un jeu, par exemple, pour enfants, spécifiquement pour enfants, parce que c'est pas mon créneau, c'est pas ce qui me motive. Il y a des gens qui font ça très bien, mieux que forcément ce que je pourrais faire, je pense, dans ce domaine-là. Donc il faut, quand on sort un jeu maintenant, il faut vraiment être assez, on va dire, efficace, c'est-à-dire à la fois au niveau de l'originalité du jeu, il faut quelque chose qui puisse se dénoter, intéresser d'emblée, comme ça que les gens aient envie d'aller vers le jeu, de dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis ensuite, il faut être efficace aussi dans la présentation de votre jeu, donc à la fois au niveau de l'écriture des règles, mais aussi au niveau la mise en page, la mise en forme, l'accessibilité des informations. Il faut être très épuré dans ce qu'on écrit, mais en même temps, il faut, comme vous disiez, essayer de se mettre à la place des gens, de se dire tiens, est-ce que là, on va bien me comprendre? Est-ce que là, on peut pas se dire oui, mais si je fais ça et ça, il se passe quoi? Ah bah, dans ce cas-là, il faut essayer de répondre à la question avant que même les gens se la posent. Donc c'est ce que j'essaye de faire effectivement dans l'écriture des règles, quoi, par exemple. Il faut que ce soit un jeu, un vrai jeu, quoi. Faut pas juste jeter un dé et puis avancer son petit pion. Ça, on a connu les petits chevaux. Je pense que c'est un peu passé de mode. C'est un peu passé de. Il y a tellement de choses plus intéressantes qui existent maintenant. Donc, il faut un petit peu essayer de trouver aussi des choses nouvelles, puisqu'on est un peu entre guillemets en concurrence avec plein de jeux qui sortent. Donc, il faut se démarquer des autres aussi pour avoir une chance effectivement que le jeu soit remarqué et qu'il plaise, quoi. Moi, j'ai cette difficulté-là, entre guillemets, supplémentaire, qu'en plus d'être auteur, effectivement, je suis éditeur. Donc, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi un produit économique. Il faut que le jeu fonctionne suffisamment pour que je puisse continuer mon activité de créateur-éditeur, quoi. Il faut arriver à faire des bons jeux, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse des bons jeux, voilà. Il y a donc des experts du jeu, des ludologues, et ils ne sont pas tous cantonnés à l'étude du jeu ou à sa création. Mais comment est-ce qu'on passe du jeu de plateau au jeu de société alors? Un jeu de société, moi je dirais déjà, il y a le côté, comme son nom l'indique, social, c'est-à-dire qu'on va être ensemble, on va partager des choses, on va échanger, on va avoir des souvenirs aussi, des moments passés. Donc c'est vraiment l'idée d'une activité humaine avec l'idée de partage. Voilà. Et puis après, il y a le côté jeu, donc il y a le côté peut-être amusement, mais il y a aussi un côté réflexion, un côté je découvre des choses, j'apprends, je m'adapte à ce qui se passe, je réagis aussi par rapport à ce que font les autres, à ce que disent les autres. Voilà, donc il y a tout ce côté, on va dire, intelligent aussi qui se cache derrière le jeu finalement, hein, qui est plus ou moins prononcé selon les types de jeux, quoi. Ok. Donc l'homme joue pour les mêmes raisons que l'animal. L'apprentissage, le jeu de pouvoir, la réflexion.
Mais s'il est acceptable de voir un enfant devenir champion d'échecs, il l'est peut-être moins de voir un adulte dans un parc pour enfants. Existerait-il alors des jeux d'adultes et des jeux d'enfants ? Alors non, justement, je pense que pour moi, il y a une vraie différence entre les deux, même si certains jeux tendent vers du familial. Le familial, je pense, représente le gros du marché actuellement. Il faut un jeu qui permette de jouer avec des enfants et avec des adultes. Ça, je dirais que c'est la base de si tu veux faire un best-seller dans le jeu de société. Après, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à ça. Le vrai jeu enfant, c'est important parce que les enfants ont besoin de développer certaines choses et peuvent le faire grâce au jeu. Donc oui, en tant qu'adulte, on va peut-être s'ennuyer avec ce jeu, mais l'enfant a besoin de passer par certaines étapes de développement et certains jeux sont pensés pour ça. Donc on est vraiment sur l'idée du jeu enfant. Et à l'inverse, le jeu adulte, moi c'est quelque chose que je défends parce que pour moi le jeu c'est un loisir que j'aime et c'est pas un loisir qui est donné aux enfants parce que je dois jouer avec des enfants. Non, j'ai envie d'avoir des jeux qui sont pensés pour mon niveau de développement. Alors soit des jeux qui durent 5 heures, soit des jeux de culture générale mais qui n'incluent pas les enfants, soit des jeux avec des jeux de mots qui n'incluent pas forcément les enfants. C'est pas forcément que à travers la longueur d'un jeu qu'on va créer un jeu adulte, mais oui, la notion de jeu adulte c'est quelque chose qui pour moi doit exister et d'ailleurs qui existe actuellement dans le marché du jeu. J'ai envie d'espérer qu'on va avancer vers des générations plus joueuses parce que je trouve que le fait de jouer c'est quelque chose de sain en termes de valeur, le fait d'apprendre à perdre, le fait de respecter aussi son adversaire, le fait de jouer ensemble quand on est dans les jeux coopératifs. Je pense qu'il y a énormément de valeurs qui peuvent se transmettre via le jeu et voilà, donc moi ce que je vois pour le jeu c'est ça, c'est quelque chose... J'ai envie de me projeter et de voir le jeu comme quelque chose d'un peu utopique, d'un peu joli, d'un peu mignon, dans lequel on arrive à se retrouver, on arrive à passer des bons moments et on arrive peut-être à mettre de côté quelques difficultés du quotidien en se faisant plaisir avec le jeu de société comme un vrai loisir et pas juste comme un simple passe-temps. Tiens, ce soir je sais pas trop quoi faire, je vais faire un petit jeu de société. Bref, cette vidéo pourrait durer encore très longtemps. Je pourrais vous parler du jeu de rôle et du théâtre en thérapie, de l'utilisation du jeu vidéo en neurosciences ou encore du serious game pour la formation en entreprise. Au final, il n'y a pas une définition du jeu, mais autant de compréhension de celui-ci qu'il n'y a d'individus. À l'image de Sylvie, pour qui c'est un outil, de Gauthier, chez qui ça a commencé comme une passion, ou encore Alain, qui met vraiment le divertissement au cœur de son métier, le jeu devient ce que vous en faites, simple hobby ou générateur de revenus. C'est un concept puissant qui ne devrait pas être sous-estimé et qui n'a de limite que celle que l'on lui attribue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous avons bien sûr ici que gratté la surface du sujet. Je vous laisse venir en commentaire me donner votre définition du jeu, venir échanger, venir discuter et pourquoi pas me proposer un sujet pour la prochaine émission. A bientôt pour une prochaine vidéo.